Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. J'espère que votre journée a été agréable et que ce journal le sera tout autant. Voici le sommaire. D'ici quelques minutes, le ministre d'État fera une intervention devant l'Association des entrepreneurs italiens lors d'un dîner au Café de Paris. Il faut rappeler que les relations entre l'Italie et Monaco remontent officiellement au XVIIe siècle. Depuis, 8000 salariés viennent quotidiennement travailler à Monaco et environ 8200 transalpins ont choisi Monaco comme lieu de vie, ce qui représente la deuxième communauté la plus implantée en principauté. À ce sujet, nous recevrons dans quelques instants Paolo Risso, le président de l'Association des entrepreneurs italiens de Monaco. De la géopolitique dans ce journal. Hier au soir, l'universitaire et spécialiste du monde arabo-musulman Gilles Kepel tenait une conférence dans la salle des arts de Monaco One, où il est revenu sur le bouleversement au Moyen-Orient, avec entre autres le départ des militaires américains et les talibans au pouvoir en Afghanistan. Vous en saurez plus dans un reportage. La crise sanitaire a été une période particulièrement complexe pour les chauffeurs de taxi monégasques. Ils ont reçu l'aide du gouvernement, du fait de leur activité quasiment à l'arrêt. Depuis la reprise du tourisme cet été et le retour des congrès cet automne, ça va mieux. C'est ce que nous verrons avec le président des taxis de Monaco. Prendre une machine à remonter le temps culinaire, c'est ce que nous vous proposerons dans un reportage. Des élèves du lycée technique et hôtelier ont préparé un menu gastronomique en l'honneur du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, un menu que le prince savant aimait déguster. Et enfin, retour sur le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par le chef canadien Bernard Labadie, avec en soliste le flûtiste Emmanuel Pahude. On débute ce journal avec notre premier invité, Paolo Risso. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des entrepreneurs italiens de Monaco et vous organisez dans quelques minutes là, un dîner en présence entre autres du ministre d'État. Quel est l'objectif de ce rendez-vous, de ce dîner? L'association, c'est une association qui regroupe 200 membres et qui couvre toutes les activités, que ce soit l'immobilier, les finances, la banque, les shipping, la restauration. Tous les Italiens qui sont établis professionnellement à Monaco sont représentés chez l'AIM. Et on fait des dîners comme ça, comme ce soir, pour avoir la possibilité de rencontrer les membres du gouvernement. Ce soir, c'est le ministre d'État. On a fait déjà dans le passé pas mal des dîners au Salon Bellevue du Café de Paris avec M. Anselmi, le président du Conseil national. On va continuer sur cette type de soirée qui a été beaucoup appréciée par les membres. On le sait, mais rappelez-le nous, les liens entre Monaco et l'Italie sont très étroits et dans différents domaines, hein, on est d'accord? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis à Monaco depuis 20 ans. Ça fait quelques semaines que le MEB, le Monaco Economic Board, a signé un accord avec la Chambre de commerce de Nice. C'est vraiment, et nous, quand même, comme AIM, on a une très belle liaison, très forte liaison avec Monaco Economic Board. L'histoire de Monaco, c'est Génois, Italie, France, c'est vraiment 3 pays réunis ensemble. Et qu'est-ce que représente la principauté de Monaco pour les Italiens? En règle générale, la principauté est vraiment appréciée par les Italiens, je me trompe? Je suis né à Gênes et alors c'est vraiment pour moi-même être comme à la maison. Même la langue monégasque, c'est comme les Génois, presque. Pour les Italiennes, c'est une question de qualité de vie, service à la personne, aux entreprises, c'est une question de sécurité totale dans ce monde assez compliqué. Et je dois dire que dans ce moment de la crise sanitaire, on a apprécié beaucoup les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour aider les entreprises et pour les citoyens, soit les résidents, les monégasques et tous les résidents en général. D'un point de vue économique, ce sont 8000 salariés qui viennent de la Ligurie pour travailler à Monaco, mais il y a également des entrepreneurs italiens qui vivent à Monaco et qui travaillent de Monaco comme vous. C'est une grande communauté, hein, la communauté italienne. On doit considérer les frontaliers qui viennent tous les jours, c'est une énormité.
C'est une possibilité pour avoir 8000 postes de travail. Pour les Italiens qui sont établis ici, il y en a pas mal avec des sociétés de grande importance. Il y a des armateurs de navires qui ont plus que 100 employés dans les bureaux. C'est une histoire, les shipping surtout, que c'est mon ancien métier. C'est vraiment une base, Monaco, où il y a à peu près une 70aine de sociétés dans les maritimes qui sont à Monaco, grecques, italiennes, belges, hollandaises, anglais, partout. Oui, donc vous avez pu rappeler là dans cet entretien effectivement les liens étroits entre l'Italie et Monaco. Paolo Risso, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. La suite de ce JT avec les points infos d'Alexandra Pani. Bonsoir. On recevait hier en invité Frédéric Ginta à propos de la soirée Extended Monaco. Bonsoir Fabien, quel est le bilan de ces 3 dernières années et quelles sont les perspectives pour un avenir numérique en principauté? Voici les 2 enjeux de cette soirée qui s'est déroulée hier en présence d'autres autorités monégasques et d'acteurs économiques. L'objectif du gouvernement monégasque était d'imposer Monaco comme ville-État référence dans le développement du numérique sur la scène internationale. Et en 3 ans, la place du numérique s'est imposée dans le quotidien des monégasques, résidents, pendulaires et entreprises. Le virage numérique a bel et bien été amorcé, Fabien. Avis aux jeunes entrepreneurs, Monaco Boost lance un nouvel appel à candidature. Il s'agit du 3e appel à candidature pour la pépinière d'entreprise. Pour y avoir accès, il faut être de nationalité monégasque et être en cours de création d'une entreprise ou l'avoir créée tout récemment. Une fois accepté, vous aurez ainsi accès à des espaces de travail privatifs ou partagés et des équipements et services pour faciliter vos échanges et démarches collaboratifs. Attention, les dossiers doivent être déposés au plus tard le 26 novembre à midi. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site monacoboost.mc. De nombreuses entités s'associent à la lutte contre le cancer du sein. C'est au tour de la Roca Team également. Effectivement, à l'occasion de la rencontre de ce soir qui oppose la Roca Team à l'Étoile Rouge de Belgrade, le staff, les joueurs, mais aussi la salle Gaston Médecin se met aux couleurs d'Octobre Rose. On écoute à ce propos le capitaine de l'équipe, Léo Westerman. J'ai des amis très proches qui ont vécu ce genre de choses, donc j'ai voyé souffrir de ça et voilà, c'est pour ça que c'est très important pour moi ce soir et ce mois-ci de bien figurer. Voilà, des petites actions comme porter ce petit fanion rose ou des choses comme ça, mais qui au final est important pour la suite et la recherche, etc. Il est donc essentiel, Fabien, de rappeler l'importance du dépistage des 50 ans et d'en parler autour de nous aux personnes concernées. Effectivement, on ne le rappellera jamais assez. L'association Eugenio Benedetti Gaglio soutient, elle, les personnes atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques. Un timbre spécial a été dévoilé hier au soir. Il représente un malade sauvé par la torche de la culture et de la science. Ce timbre est dédié au centre hospitalier Princesse Grace. L'association a souhaité également, par l'émission de ce timbre, honorer le 60e anniversaire de la mort du père de la psychologie analytique Carl Gustav Jung. Il est tiré à 38 000 exemplaires. Merci Alexandra, on se retrouve un peu plus tard. Hier au soir, dans la salle des arts de Monaco One, l'universitaire et spécialiste du monde arabo-musulman, Gilles Kepel, tenait une conférence sur les derniers bouleversements du monde géopolitique. Yannick Debever et Sylvain Perromal y étaient. Du Moyen-Orient au djihadisme en Europe, voici le titre de la conférence de ce mardi soir, organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Un thème aussi vaste qu'actuel et qui renferme plusieurs sujets, dont le retrait de l'armée américaine en Afghanistan. Est-ce qu'il y a encore un ordre américain dans la région Méditerranée-Moyen-Orient et plus généralement dans l'Atlantique Nord? Qu'est-ce que les événements comme le retour des talibans au pouvoir, le dysfonctionnement de l'OTAN avec M. Erdogan qui fait un peu ce qu'il veut, qui menace ses voisins, avec les problèmes de migration que nous connaissons ici très particulièrement dans la Riviera française. L'universitaire et spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel, met en perspective toutes les actions passées depuis 2019 liées à cette région du monde. L'objectif étant de permettre au public de mieux comprendre l'actualité. Des perspectives qui incluent donc Monaco dans tous ces bouleversements. Monaco a vécu d'une certaine manière
sous le parapluie américain, comme tant d'autres pays de la région, même en liaison étroite avec la France, tout en conservant bien sûr ses spécificités. Aujourd'hui que l'ordre mondial est déstabilisé, que les États-Unis s'intéressent surtout à la Chine, donc évidemment on est aujourd'hui très préoccupé par ces évolutions dans toute la région. Monaco Méditerranée Foundation œuvre tout au long de l'année pour la promotion de l'image de la principauté. Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. Ça a été une période compliquée pour eux. Comment ont-ils traversé la crise? Comment ont-ils été soutenus? Et y a-t-il des signes de reprise économique depuis cet été pour les chauffeurs de taxis monégasques? Autant de questions et autant de réponses, et plus encore avec notre deuxième invité, Christophe Bovini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des taxis de Monaco. Alors déjà, pour avoir un ordre d'idée, il y a combien de taxis en principauté? 95 taxis en principauté. Et comment ces 95 taxis ont traversé la crise sanitaire? Ça a été complexe? La crise sanitaire a été très compliquée. On a eu beaucoup de temps pour nous, on a eu beaucoup de temps pour faire des choses. D'ailleurs, on a fait taxi solidaire pendant 3 mois, pendant le premier confinement. Ouais. Expliquez-nous justement ce que c'était. On a transporté les aînés monégasques, les personnes qui avaient peur justement de prendre les transports en commun. La mairie nous a demandé de faire un 3e mois, on a fait un 3e mois. Par la suite, avec la tempête Alex, on a fait collecte alimentaire, transport d'aliments dans les vallées pour justement subvenir aux besoins des gens qui avaient été touchés par la tempête Alex. On a essayé de s'occuper, on a essayé de rendre service. On a été beaucoup touchés, on a perdu énormément au niveau financier, fréquentation. Monaco était, comme ailleurs, impacté, le tourisme. Voilà, ça a été très très compliqué. Ça a été très compliqué. L'État vous a soutenu? Qu'est-ce qu'a fait l'État pour vous? Oui, l'État nous a soutenus, a mis en place des aides, comme bon nombre de commerces, de personnes. On a reçu des aides financières, des aides pour achat de véhicules, une aide substantielle aussi. Il y a des choses qui ont été faites, bien sûr. Bien sûr, l'État était là. Et malgré ces complexités, vous l'avez dit, vous avez été des taxis solidaires. Pourquoi c'était important pour vous? Pourquoi vous l'avez fait alors que vous étiez quand même dans des complexités économiques? Je pense que dans ces cas-là, je pense que c'est le moment ou jamais justement de se montrer présent. Du boulot, on n'en avait pas spécialement et il y avait des personnes qui avaient besoin et on a été là pour les personnes qui avaient besoin. On est même allé jusqu'à la Timone à Marseille pour une personne qui avait été laissée pour compte pour aller faire sa chimiothérapie. On l'a amené gracieusement, on l'a ramené gracieusement. Il fallait être là, il faut savoir aussi tendre la main, il faut donner, il faut savoir donner. C'est le principe de l'humain, quand les choses sont compliquées, on essaye de faire ce qu'on peut pour aider son prochain. Ce qu'on a voulu faire. Vous avez ressenti une amélioration avec l'arrivée de l'été ou ça a encore été compliqué cette période? Alors, cette saison a été sans nul autre pareil. Elle a commencé très très tard, 15 juillet. Jusque-là, c'était très très calme. Normalement, pour nous, la saison commence avec le tournoi de tennis qui est courant avril. Là, on s'est retrouvé à attendre, à avoir vraiment un démarrage plutôt lent. À partir du 15 juillet, ça s'est mis à travailler. Les prérogatives Covid ont changé. On a eu le retour du masque qui a été assez effrayant. On s'est dit là, ça va peut-être un peu vider la principauté de ses touristes. Et puis non, ça a continué à bosser. C'était une saison très courte, mais il y a eu du monde. Ça a fait plaisir. On a revu la vie, le tourisme, le trafic aussi d'ailleurs. Mais oui, la vie, quoi, le cours des choses qui reprend sa place. Et là, on constate la reprise du tourisme d'affaires et des congrès. Vous le ressentez, là, comment se passe pour vous cette rentrée, ce mois de septembre, octobre? Nous, malgré la période qu'on a eu, qui a eu du mal à démarrer, la période des congrès n'a pas été mauvaise. La période des congrès, on a ressenti du monde, on a vu du monde sur l'esplanade du Grimaldi Forum, ça fait plaisir aussi, c'était quelque chose qui a été plus vu depuis longtemps. Il y avait des jauges, bien évidemment, mais malgré ça, on s'est retrouvé à voir du monde, à avoir la fréquentation, les hôtels, du restaurant le soir. Je vous dis, un retour à la vie. Un autre dossier, il y a quelque temps, vous avez manifesté votre mécontentement concernant les vignettes accordées à certains taxis étrangers. Rappelez-nous l'historique et où en est-on? Alors, cette manifestation, c'était les vignettes, en fait, c'était un épiphénomène. La manifestation, c'était dû justement à toute cette ambiance.
on avait besoin de limiter le nombre de vignettes en général, que ce soit les VTC ou les taxis limitrophes ou les taxis extérieurs. Quand il n'y a déjà pas pour l'intérieur, pour chez nous, je veux dire la priorité nationale aidant, on voulait garder le travail pour la principauté. On a déjà souffert sur la complexité du paradoxe de dire voilà, on a laissé les véhicules électriques qui sont des véhicules saisonniers qui étaient là en 2019, on les a laissés au garage encore cette saison. Parce qu'on imaginait bien que la saison ne serait pas ce qu'elle aurait dû être. Et on ne voulait pas qu'on se retrouve avec des véhicules étrangers qui viennent sur la principauté alors que nos propres véhicules plaqués en principauté se retrouvent encore au garage. Pour nous, c'était un paradoxe qui était difficilement acceptable. Donc c'est vrai que ça, c'était le coup de semonce de trop. Dernière question, comment est le moral des chauffeurs de taxi en principauté? Ah, ça va mieux, ça va mieux. On a eu quand même une saison qui a été fréquentée, on a vu du monde, on a perçu un retour aux fondamentaux, à la vie. Donc je pense qu'on va rester positif et on va espérer que la pandémie est en partie derrière nous et que j'espère que la saison prochaine soit encore meilleure que celle-ci. On ressortira nos véhicules électriques, on améliorera encore les choses parce qu'on est en cours avec application, système, tout est en cours d'évolution. On tend vers le meilleur et je pense qu'on va avoir une logistique meilleure, une approche du client meilleure et surtout le retour à la vie, quelque part. Le retour à la vie, c'est ce que l'on espère tous. Christophe Bovini, merci. Je vous remercie beaucoup. À direction, en taxi ou à pied, comme vous voulez, le restaurant d'application du lycée technique et hôtelier pour y découvrir un menu gastronomique particulier élaboré par des élèves en l'honneur du prince Albert Ier. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Thomas Deus. Il s'agit d'un moment de convivialité autour de plats que le prince Albert Ier aimait à déguster au Palais Princier. Dans le cadre des commémorations du centenaire de sa disparition, des élèves du lycée technique et hôtelier ont mis en œuvre un projet pédagogique dédié à la gastronomie pour lequel le prince Albert Ier témoignait un vif intérêt. Les enseignants se sont impliqués avec les classes et notamment aujourd'hui avec une classe de première année bac professionnel pour réaliser un menu comme au palais de la vie de tous les jours avec des recettes issues des archives que nous ont laissées les grands chefs qui ont été au service d'Albert Ier. De l'entrée au dessert, le menu a été élaboré avec précision. Le chef Brunner, à la tête des cuisines du Palais Princier pendant près de 20 ans, a pu apporter son expérience. On a fait donc une royale foie gras qui est une espèce de flan au foie gras, donc très doux. Et dessus, on va y poser un velouté d'asperges. Le premier plat réellement, c'est donc un filet de bœuf à la Renaissance. On va donc faire un assortiment de légumes. Et on va les dresser sur une assiette. On va alterner les couleurs de tous ces légumes. Là-dessus, on va donc faire notre filet de bœuf qui sera sauté avec une sauce au porto, c'est-à-dire réduction, échalote, porto, un fond brun. Extrêmement motivés, les élèves ont accompli un travail de fond sur le prince Albert Ier. Les professeurs nous ont donné un menu et il a l'air plutôt pas mal et on est content du travail qu'on a fourni. C'est un peu compliqué mais ça va. On est tous arrivés dans la globalité de la classe, donc ça s'est bien passé. Une exposition au sein même du restaurant d'application Le Cordon d'Or sera prochainement à découvrir. Issue d'archives du Palais Princier, les photographies dévoileront la gastronomie au temps du prince Albert Ier. Nous sommes allés voir l'exposition donc à la Galerie des Pêcheurs, donc une exposition sur notre Altesse Sérénissime Albert Ier. Et donc grâce à cela, ça nous a donné des idées donc, pour mettre au sein même du restaurant une galerie photographique. Ce déjeuner était le premier d'une longue série. Le Cordon d'Or proposera d'autres menus en l'honneur du prince Albert Ier. Et on a hâte de vous les faire découvrir. Alexandra, on vous retrouve pour une chronique culturelle très orientée pour les plus jeunes. Oui Fabien, il faut bien les occuper, notamment en cette période de vacances scolaires. Le théâtre des Bus vient à notre rescousse en sortant la programmation jeunesse pour cette saison. 13 spectacles de prévus cette année. On écoute Antea Sonio. Tous plus beaux les uns que les autres, qui se donneront les mercredis, les samedis et aussi les dimanches matins. Il y en aura pour tous les âges, dès 2 ans. Et puis, il y a une chose qui me fait très plaisir là dans cette saison, c'est que en fait, les enfants, dès qu'ils vont être un tout petit peu
trop grands pour venir voir les spectacles enfants, ils vont pouvoir tout de suite venir voir des spectacles dans la programmation adulte, comme par exemple Léonard de Vinci ou Le Temps des coquelicots. Ces spectacles-là, ils marchent très bien dès 8 ans. Je vous rappelle que le Théâtre des Muses ne possède pas une très grande salle, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver vos places bien en avance, Fabien. Autre idée d'activité pour les enfants et les plus grands pendant ces vacances de la Toussaint à l'Institut audiovisuel. Rendez-vous à 15 h ce samedi dans la petite salle de l'Institut pour découvrir un film d'animation de 1926, Les aventures du prince Ahmed, au programme Lampe magique, Empereur, sorcière ou encore Cheval volant. Estelle Massé, responsable de l'action culturelle, nous en parle. C'est Lotte Renninger, cinéaste allemande, qui a réalisé avec ce film-là le premier film du cinéma d'animation au monde. On croit toujours que c'est Walt Disney avec Blanche-Neige, et ben non, 10 ans plus tôt, une femme avait réalisé un film. C'est juste que ce n'était pas du dessin animé, c'était plutôt ce qu'on appelle le film de silhouette, qui est en grosso modo le théâtre d'ombre. Une belle découverte à un prix très attractif puisque la séance est à seulement 5 €. N'oubliez pas de réserver votre place. Et pour les plus manuels, les activités se passent plutôt du côté du centre botanique. La mairie propose aux jeunes à partir de 10 ans de venir fêter Halloween au centre botanique. Un jeu inédit sera proposé dans les serres vendredi entre 19 h et 21 h. Encore une fois, les places sont limitées, renseignez-vous vite. L'âge d'or du baroque, tel était le thème d'un concert donné samedi à l'auditorium Régnier 3 avec en invité le grand chef québécois Bernard Labadie et en soliste l'un des meilleurs flûtistes actuels, Emmanuel Pahude. Reportage de José Sacré. Le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, samedi 23 octobre à l'auditorium Régnier 3, était dirigé par le grand chef québécois Bernard Labadie, avec en soliste l'un des plus prestigieux solistes d'aujourd'hui, Emmanuel Pahude. Au programme des œuvres de Krauss, Haydn, Gluck et le concerto pour flûte numéro 1 en sol majeur de Mozart. Mozart qui, prétendent certains livres d'histoire, détestait la flûte. On ne peut pas penser que Mozart détestait la flûte. Il a écrit, on a de lui 2 concertos absolument fabuleux. Et le premier, qui est celui qui a été vraiment écrit originalement pour l'instrument, pour moi, c'est un immense chef-d'œuvre de Mozart jeune, mais déjà en pleine possession de ses moyens. Et quand c'est défendu par Emmanuel Pahude, qui est un des plus grands flûtistes sur la planète, eh bien c'est un immense bonheur. Donc le concerto que je joue, le premier ce soir, a été estimé tellement difficile par son commanditaire qu'il a retourné à Mozart en disant écrivez-moi quelque chose de plus simple. Et c'est là où, sur le coup, que Mozart était furieux. Effectivement, il y a eu un échange dans sa correspondance, un échange épistolaire avec son père qui nous sera fatal à nos flûtistes. Mais cette œuvre a été écrite avant et elle recèle plein de trésors. C'est une conversation en permanence, comme un petit opéra entre la flûte et l'orchestre. En seconde partie, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété un extrait d'Orphée et Eurydice de Gluck avec un soliste Emmanuel Pahude et Raphaël Truchot-Baraya, flûte solo de la phalange monégasque. La symphonie numéro 103, Roulement de timbales de Haydn, a terminé ce programme consacré à l'âge d'or du baroque avec au timbal l'excellent Julien Bourgeois. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce mercredi à l'auditorium Régnier 3 avec au piano le soliste Danil Trifonov. Quel temps fera-t-il pour ce milieu de semaine ? Du soleil Fabien pour ce mercredi et des températures encore très clémentes allant de 12 à 21 degrés. Le soleil se couchera à 18 h 30 et n'oubliez pas de fêter les Emmeline en ce 27 octobre. Merci Alexandra. Les photos de fin de journal, elles ont été capturées aujourd'hui par Michael Alési et consacrées au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui, cette année, a une programmation dense et variée. On se retrouve demain, mercredi 19 h pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien.